quand j'ai vu le film, je me suis dit, bon, c'est tiré d'Eschyle, on est dans la tragédie absolue, universelle et intemporelle, et je me suis dit, mais finalement, rien n'a changé depuis Eschyle, on peut toujours raconter ces histoires de vengeance et de sang et de mort. Oui, c'est parti comme ça, justement, d'avoir envie, quand j'étais une jeune fille, et moins jeune, toujours j'étais très fascinée par les histoires violentes dans lesquelles l'être humain cherchait à se sauver, ne pas être simplement un pion, qui le sang appelle le sang, la vengeance appelle la vengeance. Je ne voulais pas raconter une histoire de mafieux, je ne voulais pas... Donc, et j'avais été très frappée par un livre qu'avait écrit Ismaël Kadare, qui s'appelait Eschyle et les grands perdants, dans lequel il disait que dans les Balkans, dans ces régions du Nord, l'Albanie du Nord, rien n'avait changé du comportement, des traditions, des rituels, les lois de l'hospitalité, l'hôte qui devait respecter certaines choses. Donc, ça m'a donné envie de raconter une histoire où je le situerais sans époque, sans lieu géographique, où j'essaierais de plus le styliser, de le rendre presque opératique, comme une sorte de fable, dans lequel les mouvements seraient très chorégraphiés, dans lequel l'être humain serait souvent opposé au groupe, parce que c'était l'être humain, le destin de... Alors bien sûr, vous savez, dans les premiers films, souvent on va raconter beaucoup de choses, et qu'il y avait aussi ce personnage de la mère, où je souvent pensais le péché des mères, c'est à cause d'elle que tout est arrivé. Pendant toute l'histoire, elle craint quelque chose qui n'arrivera pas, mais arrivera une chose qu'elle n'avait même pas supposée. Comme, tu vois, on est si peu de choses sur cette terre. Donc il y avait aussi cette chose où j'avais envie de rencontrer aussi le monde des hommes et le monde des femmes. Enfin, j'avais envie de raconter plein de choses. Avant de revenir justement à la mise en scène qui, moi, m'a beaucoup frappée, il y a une phrase que dit un des jeunes gens, je me souviens plus de tous les prénoms, quand ils sont dans l'arbre. Il dit, il n'y a pas de femmes ici, il y a des sœurs, des mères et des filles. Et des épouses. Et des épouses, oui, j'ai oublié. Et ça, c'est évidemment, il y a beaucoup de choses d'audibles dans ce film, mais j'allais dire, c'est presque le dialogue clé, la phrase clé de cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la légèreté, ou pour, comme ça, bagnoder, faire l'idiot, faire le joli cœur avec une fille, parce que très vite, tout est codifié. C'est-à-dire, vous allez mettre les pieds dans quelque chose qui vous apportera ou la mort, ou d'autres choses pas très agréables. Donc c'est pour montrer comme s'ils étaient arrivés sur un terrain miné, où d'habitude eux ils arrivaient de Marseille. C'est pour ça que j'avais très envie de montrer Pachko, un des héros du film, qui est là à l'hôtel avec une fille, l'amour, les belles nuits qui passent. Dans ce monde, il faut faire attention, comme s'ils ne détenaient pas le code. Et je pense aussi que c'était une phrase que disait la vieille dame, Vénéra, quand on parle du danger, que j'ai fait exprès de ne jamais situer. Ce danger, il était, elle dit, toujours présent, jamais précis. Donc, comme si on ne savait pas qu'est-ce qui allait menacer. Plutôt que de raconter une histoire dans laquelle il y aurait un enjeu, j'ai préféré raconter quelque chose qui poursuivait l'être humain. Vous parlez de légèreté justement là, et on vous connaît, on vous dit drôle, justement, pleine de fantaisie, et on se dit, et pour son premier film, elle a choisi quelque chose au contraire noir. Oui, de noir et de grave. Moi je crois que je suis drôle quand justement tout est trop noir, qu'il y a quelque chose, comme vous savez, pour secouer les épaules, que de nature je suis noire. Et souvent je dis je ne suis pas optimiste, mais je suis positive. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la vie, je l'aime incroyablement, mais je la regarde quelquefois et je crois que je n'ai pas le don et le talent pour la légèreté. J'aime rentrer dans la légèreté des autres, mais que la mienne, je suis lourde. Justement, c'est un bel hommage à la vie. Oui. Ouais. Oui.
Je pense aussi que... Les chevaux, les paysages, oui. les cheveux des filles, la danse... Et que je pensais aussi qu'un des dons de la vie, c'était la liberté. Que la liberté avait un prix, qu'il fallait être prêt à le payer, que souvent il était lourd, mais que rien ne remplacerait, que c'était le prix ultime de la vie, la liberté. Qu'on n'avait qu'une vie, qu'il fallait la vivre comme on voulait, mais qu'il fallait aussi être prête à en payer le prix. On parlait de mise en scène, là, de stylisé. C'est vrai que moi j'ai été frappée par la mise en scène dans ce film. J'ai pas vu des tableaux, parce que le tableau, il y a un côté figé, au contraire, c'est pas figé du tout, mais c'est vrai que par moments on pense à des chorégraphies de Pina Bausch, ou comme dans Palermo, quand les garçons arrivent comme ça, c'est très... oui, c'est très riche, comme vous allez... vous avez, je cherche le mot, c'est pas chiader, mais vraiment fignoler chaque scène comme un... Quand je l'ai écrit, je l'ai pensé visuellement. Je l'ai vu. Et comme en plus de ça, je voulais rentrer dans un monde dans lequel il y avait un code inconnu, il fallait que je le rende comme un rituel. Et pour rendre l'histoire, volontairement, je l'ai ritualisé. C'est que les mouvements procédaient de... Les êtres étaient libres, avec leur regard, les frémissements sur la peau, mais qu'ils bougeaient dans le cadre. Ils étaient mis en demeure de bouger dans le cadre comme un rituel. Et justement, vous avez, vous qui, en tant que comédienne, m'ont joué sur le corps et les visages, vous avez apprécié de filmer les visages autant que les groupes? Oui, et justement, j'ai toujours voulu opposer le groupe et le visage. L'être humain tout seul, ou devant la société qui le condamne, ou qui le juge, ou qui l'écoute, ou qui le comprend, ou dans lequel on se confesse. Et que ça a été ça, ma joie d'actrice qui était tout d'un coup derrière la machine. C'était de regarder le visage. Et que les visages, c'était pour moi... donc j'étais tombée amoureuse des paysages de la Transylvanie. Mais que les visages, une minute avant action, et après, dedans, le regard, l'honnêteté, la mise à nu, ça c'était comme rentrer dans la forêt équatoriale. Ils sont super les comédiens. Oui, et Valera, moi, elle m'a beaucoup bouleversée. Oui, et puis j'ai été cette chance d'avoir rencontré ces grands acteurs roumains qui parlaient le français comme ça. Donc j'avais beaucoup besoin d'avoir le côté étranger et qui était capable de parler ma langue et de la magnifier, parce que souvent avec un accent, on magnifie les mots. Et je suis tombée sur des acteurs, mais qui m'ont fascinée. Ouais. Et qui trimballent un lourd passé, ça. Oui. Ouais. Voilà, le regard. Ici, la Roumanie, quand vous êtes allé pour Calas et tout, voilà. Ces gens sortaient de... Et que, en même temps, quand j'ai fait l'écriture et que je suis allée faire les repérages, tout était comme je l'avais rêvé, sans l'avoir connu. Quand un petit monastère au milieu de nulle part, la petite église, et puis les maisons. Les maisons devaient être aussi importantes que les êtres humains, parce que c'était comme des clans. Et tout d'un coup, de les voir, ces maisons, comme ça, solides, hermétiques, mystérieuses, détruites, avec des blessures comme les autres visages des êtres humains ou des femmes ou des hommes qui ont des blessures. J'ai eu de la chance. Tout est cohérent. Hein, Et donc, j'ai une dernière question. Vous parlez de rêve. Moi, j'avais lu, mais je ne sais plus qui, un directeur photo américain qui disait, vous savez, tant que la pellicule n'ait pas été frappée par la lumière, un film c'est le rêve d'un réalisateur, et puis il faut qu'il trouve les mots pour qu'on traduise son rêve en images, en son, en ça. Est-ce que vous diriez, vous, justement, que vous aviez un rêve, parce que vous l'avez visualisé, ce rêve, et que cette équipe, ces gens, ont réussi à le mettre à l'écran? Parce que moi, je ne connaissais pas les termes techniques. Je parlais avec un charabia invraisemblable. Et j'ai eu cette chance de travailler avec Gérard de Battista, où je lui parlais de trucs qui me disaient, bon, alors, parlons d'objectifs, parlons... Et je lui traduisais les choses comme un objectif qui serait près, mais qui serait loin en même temps, une sombre clarté de couleurs indicibles, des choses comme ça. Et lui, avec sa technique, sa connaissance des objectifs, de la machine, bon, donc vous voulez un travelling, donc des choses comme ça. Et c'est là où c'était comme je pars de ce que vous dites, c'était parti comme un rêve. Et puis après, chacun dans sa partie m'apportait les choses
qu'il savait faire. Par exemple, quand je dis je veux les styliser, je veux que tous les hommes soient en noir, en costard noir, avec une chemise blanche, comme on pourrait voir des Grecs, des Siciliens, des Corses, comme ça pour styliser. Ensuite, je voudrais que les figurants, comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, ce soit les gens du village. Et tout le monde a une robe noire dans sa valise, ou tout le monde a un costume noir. Alors la costumière me suivait. Tu vois, il y avait quelque chose de artisanal, mais dans le sens fort du terme, et qui de ce rêve fumeux. Tout d'un coup, quand vous parlez des tableaux, je disais à Gérard de Massissa, je voudrais qu'on comprenne qu'il y a une chaleur écrasante et que la lumière passe qu'à travers les rideaux, alors qu'il faisait -5. Et je disais, ah, le cinéma, la magie, parce qu'on se parle et que chacun, comme des ordinateurs, dit, c'est ça, comme ci, comme ça. Alors à ce moment-là, le cinéma, c'est magique.